Da Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning. Et oui, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Kiabi Da Fresh Morning. Et Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Ouais, bonjour, La Fraîche. Jean-Paul, on parle de quoi ce matin? On va parler d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, tout à nous fait. sommes C'est le jeudi 24 octobre. Nous allons repartir exactement 90 ans en arrière, le jeudi 24 octobre 1929, où le monde connaissait la plus grave crise économique de toute l'histoire contemporaine de l'humanité. Et donc, cette crise de 1929 que les historiens appellent le jeudi noir. Alors, pourquoi le jeudi noir? Parce que c'était aussi un jeudi? Oui, c'était aussi un jeudi, comme aujourd'hui exactement, le jeudi 24 octobre 1929. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un éclatement de la bulle spéculative de Wall Street à New York. Alors, il faut comprendre que comment est-ce que c'est arrivé? Pour essayer de résumer, il faut comprendre que déjà, au début du XXe siècle, donc aux années 1900, 1910, 1915, il va y avoir le développement dans les pays occidentaux de nouveaux produits financiers. Et donc, ces produits financiers-là vont permettre justement à des ménages, donc à des individus, à des familles de pouvoir spéculer aussi en bourse comme les entreprises et essayer de générer des gains. Alors, le principe est simple, c'est que dans un marché boursier, c'est juste l'endroit où se rencontre l'offre et la demande, donc des actions et qui sont vendues à des prix, et puis il y a des gens qui achètent et éventuellement qui revendent pour essayer de faire du bénéfice. C'est-à-dire qu'on achète une action à un prix bas, on attend qu'on la fait grimper, et ensuite, une fois qu'elle atteint une certaine hausse, on la revend, et ensuite, le différentiel qui est au milieu, là, c'est du bénéfice qu'on appelle la plus-value, et c'est un gain pour le spéculateur. Et donc, la naissance de ces produits boursiers-là va énormément va faire que énormément d'Américains, de ménages, se mettent à spéculer. Et donc, par exemple, en 1920, les historiens estiment qu'environ 1,5 million d'Américains spéculaient déjà en bourse. Et donc, au début des années 20 également, va rentrer en jeu un nouvel acteur qu'on appelle le courtier. Au début, il y avait les familles et les entreprises qui allaient directement dans les marchés boursiers pour spéculer. Alors là, au milieu, il va y avoir le courtier. Le courtier celui qui va justement faire jouer l'offre et la demande via les entreprises ou les ménages, c'est-à-dire que les entreprises ou les ménages s'adressent à ces courtiers-là, et ce sont ces courtiers-là qui vont aller spéculer sur les marchés financiers. Et donc, à partir de là, il va aussi y avoir donc de nouvelles pratiques également qui vont s'ajouter avec l'arrivée de ce nouvel acteur qu'on appelle le courtier. Ça va être la pratique de l'endettement. Donc, il va y avoir aussi la possibilité qui va être donnée aux ménages de pouvoir s'endetter pour aller spéculer. Et comme il ne faut pas oublier que depuis 1929, entre 1927 et 1929, début 1929, il va y avoir une hausse ininterrompue des valeurs qui étaient spéculées en bourse. Donc, tout le monde gagnait de l'argent. Il suffisait d'acheter n'importe quelle action sur n'importe quelle entreprise, une entreprise que vous ne connaissiez même pas. Dont vous n'aviez même pas besoin d'attendre les résultats sur l'économie réelle, ou dont vous n'avez même pas besoin de connaître les probabilités de gains que ces entreprises-là pourraient faire dans 4, 5, 6 mois, 1 an, qu'une fois qu'une entreprise rentrait en bourse, dès lors qu'elle mettait des actions en jeu, très vite ces actions grimpaient. Et donc, le sommet même va atteindre le 19 septembre 1929, où on va y avoir une hausse de 43% en moyenne des valeurs des bourses, des actions qui étaient mises en jeu dans cette bourse. Comme toute malheureusement bulle spéculative, le problème c'est qu'elle n'est pas connectée à l'économie réelle. Elle est totalement déconnectée, et donc l'événement fait que, comme les résultats du marché boursier ne sont pas corrélés avec l'économie réelle, il suffit que un ou deux acteurs majeurs, un ou deux grandes entreprises flairent le danger et décident de se retirer, si tu veux, du marché boursier, que cela entraîne inexorablement une véritable dégringolade. Et donc, à partir de 1927, vu la montée vertigineuse des cours sur la bourse, que va-t-il se passer?
les ménages vont aller emprunter massivement auprès des banques pour pouvoir aller spéculer. Donc, les ménages empruntent massivement, donnent de l'argent aux courtiers. Les courtiers ensuite vont spéculer sur les marchés boursiers. Et donc, cela participe encore à si tu veux, à l'enflement de la bulle spéculative. À côté de cela, il n'y a pas que les ménages qui s'endettent, les banques aussi qui prennent de l'argent aux ménages. Évidemment, leurs créances augmentent, les entreprises également, même les entreprises dont les activités n'ont absolument rien à voir avec le monde financier, mais elles ont besoin d'argent pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et bien donc, ce financement-là, elles vont aussi les chercher dans les marchés financiers. Donc, tout le monde est véritablement dans les marchés financiers. On estime qu'à peu près 80% des acteurs économiques en 1929 américains sont dans les marchés financiers. Plus de 155 000 entreprises spéculent sur les marchés financiers. Et donc, le jeudi noir, tout va commencer d'abord en début de semaine, le lundi noir, où on va commencer à observer des premières baisses. Donc, les baisses vont aller dans l'ordre de 5 à 10%. Malheureusement, cette baisse-là n'était pas suffisamment forte pour inquiéter évidemment les acteurs du marché, d'autant plus que certains experts à l'époque disaient que la hausse était tellement faible que cela ne pouvait pas impacter, si tu veux, le marché en lui-même, et que si tu veux, le trésor, l'enrichissement, donc le gain d'argent était toujours là. Donc la possibilité de faire des profits demeurait. Et donc le mardi, cette hausse va monter aux alentours de 15%, et puis il va y avoir une hausse vertigineuse à partir du jeudi noir, donc le 24 octobre 1929, où il va y avoir une baisse de 45% des acteurs, en moyenne des actions qui étaient vendues sur le marché de Wall Street. Et bien qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner la panique. Ça va faire que... Donc tous ceux qui étaient détenteurs d'actions vont vouloir absolument se débarrasser de ces actions-là pour éviter de perdre de l'argent. Et donc, quand tout le monde décide de vendre au même moment, qu'est-ce que ça crée? Ça fait chuter le cours des prix des actions, et donc tout le monde perd de l'argent. Donc, quand les banques perdent de l'argent, donc elles ont perdu de l'argent, elles essaient de se renflouer auprès des ménages et des entreprises auxquelles elles ont prêté de l'argent. Et lorsque les entreprises et les ménages n'arrivent pas à rembourser cette créance-là, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt augmentent, et à leur tour, les entreprises et les ménages sont ruinés. Et donc, les entreprises qui essayent de tenir le coup face, celles qui ne déclarent pas faillite, essayent de licencier massivement, et donc ça impacte directement l'économie réelle, puisque les entreprises n'arrivent plus à produire, les salariés n'ont plus d'emploi, donc n'arrivent plus à consommer, et ça vient encore aggraver la situation des entreprises, parce que celles qui n'étaient peut-être pas connectées même dans le monde de la spéculation, mais qui étaient à 100% dans l'économie réelle, mais qui n'ont plus de consommateurs pour pouvoir absorber les produits et les services qu'ils mettent sur le marché, elles aussi, à leur tour, elles entrent dans la crise. Et donc, de cette crise boursière, elle va devenir une crise de la dette. La crise de la dette va devenir maintenant la crise boursière devient une crise financière déclenche une crise de la dette déclenche une crise de la consommation et de la production. Et donc, c'est l'économie réelle qui est impactée. À partir de entre 1930 et 1932, les États-Unis ont plus de 15 millions de chômeurs en plus qui viennent s'augmenter sur le marché. Et après, à partir de 1932-1933, la crise devient une crise mondiale. Pourquoi? Par le jeu justement du commerce international et des spéculations. Tout à fait. Qui avaient des spéculations qui faisaient que les entreprises, par exemple, qui étaient en Europe, allaient acheter des actions sur les marchés qui étaient à New York. Donc, les banques qui étaient aussi endettées, qui avaient prêté à des entreprises européennes, énormément d'entreprises européennes après la Première Guerre mondiale, se retournent elles aussi vers ces entreprises-là pour essayer de récupérer un maximum d'argent possible et éviter la banqueroute. Et donc, là aussi, à leur tour, les entreprises sont impactées, et celles qui avaient également des actions dans les bourses de leur pays, elles aussi, puisqu'elles ont une grosse dette, cette dette-là vient également impacter leur capacité à pouvoir chercher de nouveaux financements. Et donc, les bourses européennes, elles aussi, à leur tour, s'effondrent. Et donc, en Allemagne, par exemple, près de 8 millions de chômeurs vont augmenter à partir de 1933, et on monte jusqu'à 25 millions de chômeurs aux alentours de 1935. Donc, c'est énorme. Donc, cette crise économique-là va maintenant
ensuite atteindre son summum en devenant une crise politique. Puisqu'elle devient une crise politique, pourquoi? Parce qu'elle pousse les gouvernements à augmenter les barrières douanières, à mettre en place des procédures de protectionnisme. Et donc, tout ça va évidemment tuer le commerce international. Et donc, cela va faire monter sur le plan politique aussi les nationalismes. Et c'est cette situation-là, cette montée du nationalisme-là qui va permettre à un homme, par exemple, en Allemagne, qui s'appelait Adolf Hitler, qui, en 1929, son parti, le parti nazi, ne représentait même pas 5% des suffrages universels en Allemagne. Et bien, 4 ans plus tard, en 1933, il accédait à la chancellerie en Allemagne, en jouant justement des effets collatéraux liés justement au crash de 1929. En fait, de manière indirecte, on peut dire que le crash de 1929 a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Mais pas directement, mais par le jeu de... Elle n'est pas responsable directement de la Seconde Guerre mondiale, mais elle en a été un des éléments déclencheurs. Sinon, l'élément déclencheur le plus important. Parce qu'il y a la crise financière, il y a la crise maintenant, sociale, il y a la crise économique, il y a la crise politique, exactement. Le montée des nationalismes et l'éclatement du nazisme en Europe. Enfin, le montée des nationalismes, oui, et puis la propagation du fascisme en Europe, et le fascisme qui avait commencé en Italie, ensuite qui va connaître son épilogue en Espagne avant de devenir véritablement atteindre son point culminant en Allemagne. Donc tout ça, évidemment, tous ces nouveaux courants politiques-là, se sont nés justement ou ont pu évoluer. C'est clair que quand on a faim, on est nerveux. Voilà. Quand on a faim, on est nerveux et puis on regarde le voisin bizarre. Voilà, malheureusement. Maintenant, entre 1929 et aujourd'hui, ça fait 90 ans, il y a eu beaucoup de crises au milieu. Maintenant, quand on regarde 2019, on a l'impression qu'on est un peu comme dans les années 30, avec l'unilatéralisme qui revient, le protectionnisme. En l'occurrence, par exemple, lorsque l'on regarde la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine, tout ça nous amène parfois à nous dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir d'être exactement les mêmes conditions que les années 30, est-ce que les mêmes causes ne pourraient pas produire les mêmes effets, c'est-à-dire cette crise, cette guerre économique que se lancent les grandes puissances, en l'occurrence la Chine et les États-Unis, puis en l'occurrence la Chine et l'Union européenne, et puis peut-être les États-Unis et l'Union européenne également, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Donald Trump, par exemple, sur la guerre entre Boeing et Airbus, avait, puisque l'OMC, puisque le tribunal arbitral du commerce avait sanctionné les États-Unis parce qu'ils estimaient qu'ils avaient donné des subventions jugées illégales à Boeing, c'est à peu près la même sanction que les cours américaines ont fait à l'avionneur européen, en estimant que l'Europe aussi donnait à peu près des subventions en douce à Airbus. Et donc tout ça faisait que les États-Unis avaient donc décidé de sanctionner certains produits américains à hauteur de 740 millions de dollars. Donc tout ça, évidemment, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette configuration-là qu'il y avait dans les années 30 et est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir cette tension-là s'exacerber au point de pouvoir créer un autre conflit militaire? On n'est pas encore à ce niveau-là, même si, évidemment, en 90 ans, on a beaucoup appris des différentes crises qui ont pu perdurer. Malheureusement, on n'apprend pas assez, puisque à chaque fois que l'on met en place de nouveaux mécanismes de contrôle, de gestion, on crée en plus de nouveaux services financiers. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 2007, c'est avec les subprimes que l'on va évidemment découvrir avec effarement qu'il y avait des produits financiers qui s'échangeaient dans des marchés qui n'étaient pas totalement régulés par le gendarme de la bourse aux États-Unis, parce que c'était des produits c'était des produits financiers qui circulaient, si tu veux, à la périphérie du marché boursier normal. Et donc ce sont ces produits-là financiers qui étaient en périphérie qui sont devenus toxiques et qui ont déclenché à leur tour la crise de 2007. Même si maintenant on a créé des espèces de chambres de compensation qui permettent aux organismes boursiers qui assurent la régulation, le contrôle du marché boursier de pouvoir également regarder comment les transactions se font avec ces produits dérivés-là. Mais tout ça, évidemment, vient, on n'oublie pas aussi en 2000, la bulle de l'Internet avec l'éclatement, on se rappelle, des centaines de milliers de startups qui avaient été créées dans le monde entier et qui rapidement, une fois qu'elles étaient créées, des fois même le produit pour lequel elles étaient créées n'avait même pas encore atteint sa phase de maturité, que déjà ces startups-là entraient en bourse, gagnaient rapidement de l'argent, voyaient leurs actions grimper, se
revendaient et puis les créateurs de ces startups-là sortaient là avec des centaines de millions de dollars entre les poches. Donc tout ça, évidemment, fait que aujourd'hui, même si on met de plus en plus, comme je l'ai dit, de mécanismes de contrôle et de régulation en matière de boursière, malheureusement, avec l'évolution technique et technologique, eh ben, à chaque fois, on va trouver de nouveaux services et de nouveaux produits financiers qui vont naître, avec le risque de voir ces nouveaux produits et services financiers-là peut-être entraîner de nouvelles crises. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce jeudi sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés sur notre fréquence, on se retrouve juste derrière. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Stop Fresh Morning.